Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau donc de Brunet-Neumann, un invité ce soir, Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Député des Bouches-du-Rhône, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, Éric. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Une Bonsoir, première question un peu triviale. Un premier ministre de la République française qui a l'accent du Sud-Ouest, Vic Fezensac, le Gers, ça sent bon la quatrième, la cinquième République. Ça sent, si j'étais trivial, je dirais, ça sent bon le peuple. En tout cas, ça devrait vous plaire. Ah ben vous êtes trivial, là. Oui. Non, j'avais pas remarqué qu'il avait un accent, mais puisque vous me le dites, je vais y faire Il a attention l'accent la prochaine gascon, fois. clairement. Il a l'accent, s'il a un accent... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, j'avais l'accent pied noir quand j'avais 11 ans, il se moquait de moi parce que je disais les imparfaits comme on disait les participes passés. Alors, je peux avoir que de l'amitié pour... Non mais Jean-Luc Mélenchon, je vous crois plus subtil que ça. Vous connaissez le mauvais esprit d'Éric Brunet, il vous pose Oui, la question. justement, c'est pour ça que je fais cette réponse. Il vous pose la question parce que tout le monde se souvient d'un moment pas très agréable où vous aviez un peu moqué une journaliste de France 3 qui avait l'accent France 3 Toulouse. Vous vous souvenez de J'ai ça? cru non, pardon. Alors, mettons, merci de rappeler cet épisode central de la vie politique française. Attendez. Ah mais non, attendez, je dis d'abord une chose. On va J'ai l'écouter. cru qu'elle se moquait de moi. Vous savez, c'est quand vous êtes très perturbé, très atteint, ce qui était mon cas à ce moment-là, par les événements et l'humiliation que j'ai dû subir Jean-Luc du fait de Mélenchon, on va l'agression l'écouter, judiciaire, j'ai cru qu'elle se moquait de moi. Ouais. Alors, j'ai répliqué. On va l'écouter si vous voulez. Ah oui, non, je veux pas, mais si vous voulez à tout prix me... Pointier les déboires judiciaires de Fillon et de Le Pen que c'était une décadence de la République. Hein? Parce que... Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi votre question, madame? Quelqu'un a-t-il une question formulée en français et à peu près compréhensible? Parce que moi, votre niveau me dépasse, je ne vous comprends pas. La vérité sur cet épisode, c'est que c'est pas l'accent que vous moquez, c'est la question qui est posée qui était désagréable. Ouais, mais c'est surtout, pour être honnête, vraiment, je pourrais vous répondre autre chose. J'ai réellement cru qu'elle se moquait de moi. Mais ce sont des choses qui tiennent, vous savez, au moment de la vie où vous êtes secoué. Et dans cette circonstance, je l'étais beaucoup. Et j'ai cru que, je sais pas, peut-être l'ambiance, j'ai cru qu'elle se moquait de moi, mais je la connais. C'est une personne extrêmement agréable, avec qui j'ai eu des contacts professionnels tout à fait agréables. Il faut mettre ça sur le compte des événements imprévus de l'existence. Grâce à vous, on sait ce que signifie glottophobe. Oui, désormais. oui, moi non plus, je sais pas ce que Mais c'est. vous savez, moi qui viens du sud-ouest de la France, j'ai un peu regardé, il n'y a jamais eu de président de la République sous la 5e ou de Premier ministre qui avait l'accent, il n'y a jamais eu de présentateur du 20h qui a eu l'accent. On pourrait presque dire, si on cherchait, qu'il y a eu plus de ministres ou de députés noirs ou bien issus de l'immigration maghrébine que de personnalités. Non mais oui, est-ce qu'il n'y a pas un plafond de verre Oh, monsieur Brunet, allons. Parce que vous savez... Et quoi, vous avez aussi compté les roues, les bras? Mais non. L'accent du Sud, ça fait pas sérieux peut-être dans les entreprises. Alors, là où c'est bien pour être journaliste sportif, mais à part ça... Alors, vous avez raison de dire qu'il y a toujours eu une forme de mépris du Nord pour le Sud. Mais j'en suis témoin parce que j'en ai été peut-être, parce que j'en ai été victime moi-même. Je suis un méridional, tout le monde le sait, ça se voit, je parle avec les mains, la figure. Et pourtant, j'ai passé une grande partie de ma vie dans l'Est de la France, parmi des gens merveilleux. Mais c'est comme ça. En France, il y a toujours eu un regard un peu condescendant du Nord sur le Sud, ce qui est assez incompréhensible dans la mesure où le Sud de notre pays a toujours été plus développé culturellement, industriellement que ne l'a été le Nord. Mais c'est comme ça, que voulez-vous? Alors vous avez raison de dire que souvent on fait l'effort de corriger son accent. Et puis d'autres fois on est plus ou moins buvard. Personnellement, chaque fois que je reviens de Marseille, que voulez-vous, j'en ai chopé un bout, quoi. Donc je me mets à parler comme eux, ce qui fait rire tout le monde autour de moi, et on se demande pourquoi. La France est tellement diverse, et c'est un tel charme d'entendre, de voir, de pratiquer les gens, que je ne comprends pas qu'on ait un tel souci de la norme quant à l'accent. Moi, je ne repère pas d'ailleurs toujours les accents. Mais il faut dire aussi, je ne regarde pas non plus la couleur de peau des gens. Alors faut les c'est défendre. Un cas spécial. Faut les défendre, les accents à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, on va parler de social. Ce gouvernement, a décidé d'embaucher 15 000 soignants dans les hôpitaux publics français, c'est pas rien. Ajoutons à cela cette augmentation dont on parle depuis quelques jours de 180 € net par mois à tous les personnels soignants du secteur public, à l'exception des médecins. Macron, finalement, il est plus social qu'il en a l'air.
Ce qui s'entend à votre question, c'est surtout que vous n'êtes pas vous-même personnel de santé, parce que vous sauriez que la situation était intenable. Monsieur Macron a retiré 12 milliards des budgets de la santé au cours des 3 derniers projets de loi de finances de la sécurité sociale. Alors il en remet une certaine somme, elle ne correspond pas, si vous voulez, ni vous ni moi, à cette heure-là, on est en train de parler, on ne sait à quoi ça correspond, c'est-à-dire à quel niveau de capacité d'encadrement de la population ça correspond, à quel niveau de rattrapage du temps perdu ça correspond, parce que, par exemple, les syndicats, tous les syndicats, là il n'y a pas une affaire de l'un plutôt que l'autre ou de surenchère, tous les syndicats étaient d'accord pour dire il faut 300 € d'augmentation pour rattraper le gel des niveaux des salaires auparavant. Donc vous dites 180, c'est pas assez. J'attends d'abord de voir quelle est la position de tous les syndicats. La CFDT a dit on va signer. Voilà, certains ont l'air enchantés, ils sont assez coutumiers de l'enchantement. D'autres, j'attends de voir ce que dit chacun. Moi, je ne me situe pas d'un point de vue syndical, je me situe d'un point de vue politique, qui est celui de la santé publique. Et surtout si nous pensons qu'il y a une possibilité de deuxième vague d'épidémie. Alors, il faut être très sérieux. C'est-à-dire qu'il faut évaluer tout ce qui n'a pas fonctionné avant et qui doit être immédiatement mis à bon niveau, en nombre de lits, en personnel et en matériel. Est-ce que ce Ségur nous permet de répondre à ces questions? Ce que moi j'en vois, de mon point de vue d'homme politique qui a eu à connaître de 3 ou 4 budgets de la sécurité sociale, c'est que ça ne fait pas la maille. Donc je le dirai lorsque je pourrai comparer aux besoins qui ont été exprimés dans la période précédente. Voilà. Il y a un autre sujet social aussi, Eric me démentira pas, c'est la question de la réforme des retraites. Je voudrais que vous écoutiez le Premier ministre, Jean Castex. Écoutez, puis après je vous interroge. Refuser de parler des retraites serait irresponsable. Qui peut dire ici que notre système de retraite, que je connais bien, sur lequel j'ai travaillé depuis de nombreuses années, est juste? Il ne l'est pas. Je proposerai aux partenaires sociaux de très clairement distinguer la réforme que les spécialistes appellent systémique, la réforme de structure vers un système plus juste et plus égalitaire pour nos concitoyens, sur lesquels la concertation va reprendre. Et ensuite, la question de l'équilibre du système actuel. Irresponsables ceux qui ne voudraient pas réformer les retraites. Donc si j'entends le Premier ministre, les syndicats sont irresponsables, le patronat est irresponsable. Est-ce que vous, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes irresponsable? Vous non plus, vous voulez pas qu'on parle des retraites? Écoutez, on va essayer de prendre un peu de la hauteur par rapport à ce genre de déclaration à l'emporte-pièce, qui ne veut pas dire grand-chose, parce que nous avons bien compris, il dit, il y a d'un côté ce qu'il appelle la réforme systémique, et il dit... La retraite par point. Ouais, alors la retraite par point. Vous avez raison de simplifier, parce que tous ces grands mots nous embarquent plus loin qu'on ne voudrait aller. Alors qu'est-ce qu'on doit... Il y a ça d'un côté, et il dit, ça fait des années que je m'en occupe. Apparemment, il s'en occupe pas trop bien, pas mieux que du plan de déconfinement, qui est un échec total en Martinique, en Guyane, à Mayotte, et donc je ne sais combien d'endroits. Vous avez la dent dure, là. Vous avez la dent dure, là. Écoutez, à la fin, quand quelqu'un vous traite d'irresponsable, vous avez quand même le droit à un petit coup de patte au passage. Hein. Ah, vous êtes senti visé, en fait. Mais je fais partie de ceux qui considèrent que ce qui est irresponsable, c'est de recommencer un conflit pareil. Nous avons eu le plus long conflit social de toute l'histoire de la Ve République, et ce gars vient nous dire que c'est irresponsable si on n'adhère pas à l'idée du président de la République. Le système de retraite par points est plus injuste que le système actuel. Le système actuel est-il assez juste? Non, il faut donc l'améliorer, mais pas dans le sens des retraites à points. Deuxièmement, question qui a une très grande importance et sur laquelle je voudrais qu'on réfléchisse et lancer l'alerte. En effet, il y a une conséquence à la crise du Covid et à la crise économique qui vient, c'est que les comptes sociaux vont être très rudement secoués. Vous êtes d'accord? Là, je suis bien d'accord. On est tous d'accord. Donc il y aura des recettes en moins, des cotisations en moins. Donc ce sont des conséquences, non pas du mouvement naturel de l'économie, si on peut dire, mais de la crise du Covid. Toutes les autres charges de la crise du Covid, tout l'argent qui manque pour l'industrie aéronautique, pour l'automobile, pour ceci, pour cela, tout est mis sur le compte de la dette de l'État. Mais la crise du Covid sur les comptes sociaux, ça c'est mis sur le compte de la sécurité sociale. Pourquoi? Vous savez pour combien il y en a? 136 milliards. C'est ça qu'on a voté dans le dernier budget. Donc on colle sur le dos de la Sécu 136 milliards de plus, et que va-t-il faire? Ce qu'il vient de faire, c'est-à-dire son numéro, la bouche en cœur, en disant « mais c'est irresponsable bientôt ». Non,
il faut mettre la dette sociale sur le compte de la dette de l'État, parce que la dette de l'État, écoutez-moi bien, vous serez obligé de la renégocier avec la Banque Centrale Européenne. Ouais. Donc, ça ne peut pas durer comme c'est là, avec une charge pareille. Est-ce qu'on me comprend? Oui, c'est très clair. Merci. Qui paiera tous ces centaines de millions? Qui? Les riches, les entreprises? Personne. Si vous m'écoutez, personne ne les paiera. Mais vous savez, la première fois, je l'ai dit, alors les gens tombaient de l'arbre, c'est un propos de Gascon ou de je sais pas quoi, hein, de méridional. Mais la vérité, c'est que depuis, beaucoup de gens ont dit, comme moi, qui sont des gens pas de mon bord, comme M. Minc ou d'autres. L'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne, M. Mario Draghi, dit la même chose. Si la Banque Centrale Européenne reprend à son compte les dettes publiques, déjà celles qu'elle a dans sa caisse, plus celles qu'elle pourrait prendre, elle peut l'annuler, car c'est un peu compliqué à comprendre. La Banque Centrale Européenne dispose de la création de monnaie. Par conséquent, elle fait ce qu'elle veut. Personne ne paiera jamais un euro. C'est ma proposition. Mais Mme Merkel et les Pays-Bas ont décidé, eux, qu'ils allaient en profiter pour couler les Français, les Italiens et les Espagnols. Il y a à l'intérieur de l'Europe une compétition entre les nations du Nord qui produisent moins que les nations du Sud et qui ont les nations du Sud comme compétiteurs. Alors évidemment, quand on dit ça, je vous vois sourire parce que vous êtes vous-même en proie au préjugé d'après lequel tout est mieux au Nord et au Sud sont les fédéraux. On les appelle les premiers de la classe. C'est pas ça. Ils ne le sont pas toujours, figurez-vous, que certains étaient encore dans les arbres, que dans le Sud, on était déjà en train d'écrire des poèmes. Jean-Luc Mélenchon, on a beaucoup de sujets à voir avec vous ce soir. Vous avez parlé vous-même de l'industrie aéronautique. Vous étiez auprès des salariés d'Airbus pour une grande manifestation à Blagnac. Je vous pose la question de but en blanc. Vous jugez-vous que ce plan social chez Airbus, c'est un scandale? C'est les mots que vous avez employés. Je dirais que je ne peux pas être d'accord avec ça. Une fois de plus, tout est à l'emporte-pièce. Bon, raisonnons en quelques mots. Le niveau de l'industrie aéronautique ne rattrapera pas ce qu'il était avant la crise, avant 5 ou 6 ans devant nous. Nous avons d'ores et déjà des tas d'avions sur le parking. Vous savez que c'est absurde, il faut les faire un peu rouler et tourner, sinon tout ça, la marchandise est gâchée. Alors, commençons par regarder tranquillement en se disant, est-ce que c'était raisonnable d'imaginer un doublement du trafic aérien pendant les 20 prochaines années? Non. Pardon Jean-Luc, je vous pose une question, je vais la reposer autrement. Est-ce que l'État qui aide l'industrie aéronautique peut se satisfaire d'un plan social où on supprime des milliers d'emplois chez Airbus? D'abord, il y a une première remarque que tout le monde se fait. On dit alors on leur donne de l'argent, ils s'en servent pour licencier des gens et puis ils versent des dividendes à leurs actionnaires. Là, le Français moyen qui paye tout ça est en droit de dire écoutez, il y a de l'abus. Vous me prenez dans ma poche pour aller donner à Mais c'est votre raisonnement, c'est pas le raisonnement du Français moyen, c'est le vôtre. Oui. C'est mon raisonnement et celui de beaucoup de Français qui trouvent choquant de payer par leurs impôts des moyens qu'on donne à des gens pour ensuite les transformer en dividendes, c'est-à-dire transformer de l'argent public en argent privé. Mais je vous demande de réfléchir, je ne suis pas un syndicaliste, moi, j'ai une responsabilité politique. Regardons-la bien en face. Si l'activité aéronautique ne retrouve pas le niveau et qu'on a quelques raisons de dire que peut-être tant mieux, nous devrons maintenir une activité aéronautique et surtout, nous ne devons pas perdre le niveau d'excellence technique des personnes qui sont là. Les travailleurs de l'aéronautique, c'est le top niveau de la qualification professionnelle. Donc ces gens, il faut absolument les maintenir en état de travailler. Donc mieux vaudrait mettre des milliards à garantir des salaires, fût-ce au chômage, mais à garantir des salaires à des travailleurs qu'on pourrait réinvestir dans d'autres secteurs de l'activité industrielle. Mais pour ça, il faut penser que l'activité industrielle de la France est un aspect vital. Quand vous voyez qu'ils veulent fermer Reichshofen, une usine qui produit des assemblages de wagons, qui a 50 ventes de carnet de commandes devant, et qu'on va la fermer pour faire plaisir à 4 illuminés de la bureaucratie européenne qui prétendent qu'il y a un risque de monopole, c'est la deuxième fois qu'on fait le coup aux Français. La fois d'avant, c'était Alstom, ils voulaient filer le TGV à Siemens, une folie, et maintenant voilà qu'ils veulent démembrer une autre partie de l'industrie au moment même où on parle de la renforcer. Donc du point de vue, je finis là-dessus, il faut un plan, dépêchez-vous de mettre en place la planification. Si ces gens-là ne travaillent pas à l'aéronautique, à quoi va-t-on travailler? Bien, que faut-il développer tout de suite? On l'a compris. Vous avez compris, monsieur Très, c'est clair. Écoutez, c'est formidable. Justement, la relocalisation des industries stratégiques voulue par Macron, ça vous devez être heureux, tellement heureux. On est dans le produisons français de Georges Marchais dans les années 80. On va faire des usines qui vont produire du matériel pour les Français, fabriqué par des Français. C'est tout ce que vous aimez, vous, dans le monde de l'entreprise. Donc vous arrivez, monsieur Brunet, vous-même à la conclusion que beaucoup de choses que disait Georges Marchais méritaient mieux que le traitement qu'il a subi à l'époque. Je ne crois pas trop à cette équation. Il faudrait savoir. Alors vous venez de dire Georges Marchais
Non, mais Georges Marchais avait donc raison. C'est pas parce que M. Marchais parlait avec un accent et qu'il était communiste que vous devez maintenant ne pas lui reconnaître ce qui a été ses vertus. Cet homme voyait clair sur le fait que l'existence d'une industrie française a une grande importance, pas pour faire franchouillard, mais parce que, tel qu'est le monde, quand on allonge les chaînes d'interdépendance dans la production, on court le risque qu'elles se rompent. Et quand elles se rompent, il n'y a plus rien qui marche. Et qu'un pays comme la France, qui était en tête, par exemple, pour la production de médicaments, se retrouve à pleurer pour avoir du paracétamol quand il en manque, qu'une grande nation comme nous, qui produit des fusées et des navettes et des engins spatiaux, en soit à pleurer pour obtenir des masques en tissu, il y a peut-être de quoi se poser des problèmes. Donc oui, il faut relocaliser. Jean-Luc Mélenchon, je sens qu'il va m'en vouloir pour la question sur les accents. Qu'est-ce que vous en savez? Mais moi, j'adore vos questions. Deux questions politiques. D'abord, une sur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux. On a été très étonnés avec Éric en préparant cet entretien. On vous a trouvé extrêmement indulgent avec le garde des Sceaux. Et on s'est dit, mais peut-être que parce qu'au fond, Éric Dupond-Moretti est très mal accueilli par les magistrats et que du coup, vous vous dites, l'ennemi de mes ennemis, c'est peut-être mon ami. Non mais attendez là, comme vous y allez, Monsieur Neumann, mais les magistrats sont pas mes ennemis. Moi, je suis un vrai républicain. J'ai jamais été un anti-flic, un anti-magistrat. Alors pourquoi indulgent? Je suis contre la police qui se transforme en shérif et qui se comporte comme elle se comporte. Je suis contre les magistrats du parquet qui se comportent comme ils se comportent. Ça vous fait un point commun avec Éric Dupond-Moretti? Oui. Et quand son premier discours, c'est avec Fillon. Ça vous fait un point commun avec Fillon? Non, mais lui, ça n'a rien à voir. Là, je parle du garde des Sceaux. Moi, je fais pas une affaire personnelle des questions de... Monsieur Moretti, j'ai eu à l'affronter, plutôt à mon avantage, au tribunal de Bobigny, mais il défendait une cause que moi, je juge injuste, mais il faut un avocat pour tout le monde. Et grâce à lui, les policiers qui étaient là ont pu obtenir plusieurs milliers d'euros de dédommagement pour les cauchemars que je leur ai provoqués. Oui. Bon, donc, c'est plutôt réussi de sa part, mais je ne le juge pas comme ça. Il entre dans sa fonction, tous sur les plateaux, vous rigoliez d'avance. Vous vous disiez, il va y avoir un match Mélenchon-Moretti, lui-même d'ailleurs a essayé un peu de commencer, mais il n'y en aura pas, parce que nous le considérons dans la dignité de sa fonction. Et dans la dignité de sa fonction, les 3 premiers thèmes qu'il a mis à l'ordre du jour, nous sommes d'accord avec. Le respect du secret de l'instruction, les procédures d'enquête préliminaire qui n'en finissent plus. Moi, je suis sous enquête préliminaire. Depuis 3 ans, je ne sais ni ce qui m'est reproché, ni ce qu'on me demande, et je suis le seul à avoir jamais vu le dossier, alors que vous, les journalistes, d'ailleurs, si je vous le demande, vous me le donnerez. C'est très intéressant. Pardon, mais bien sûr, l'instrumentalisation de la justice par le pouvoir, c'est quand même quelque chose que vous avez souvent évoqué. Est-ce que Sarkozy est logé à la même enseigne que vous parce qu'il est dans l'opposition, François Fillon et d'autres? Vraisemblablement, mais moi j'ai révisé mon jugement sur plein de choses, je suis comme vous, un être apprenant, la vie m'apprend des choses. Moi j'aurais jamais cru tout ça, je m'en occupais pas de la justice, j'avais quelques conseillers justice un peu excités, qui étaient très gauchistes, alors j'écoutais ça plus ou moins, et puis maintenant il a bien fallu que je m'organise d'abord à l'Assemblée nationale, autour d'Hugo Barnalicis, on a monté vraiment une équipe performante et sachante, et je découvre en effet l'ampleur des dégâts. Des gens qui font ce qu'ils appellent des remontées d'informations, vous disent qu'ils n'en font pas, demandent des détails extrêmement précis, et Madame Belloubet, a été la catastrophe finale. Parce que comme c'était un personnage sans consistance, elle laissait tout aller. Si bien que les divers clans, et notamment le sien de clan, c'est-à-dire les anciens socialistes qui font du zèle pour montrer à Macron qu'ils sont bien ralliés, ont fichu une pagaille dans la magistrature pas croyable et commencé quasiment des guerres privées. La guerre de Madame la procureure générale contre la procureure générale du parquet, c'est inouï. Il y a qu'en France qu'on voit un truc pareil. Mais la désorganisation de l'État, permettez-moi de dire ça, ce n'est pas supportable. Et nous avons tous en commun, quelles que soient nos opinions, nous avons besoin d'avoir confiance dans la police, confiance dans la justice, là, et dans un tout ça, oui, mais Monsieur Brunet, attendez, il faut remonter la pente maintenant. Parce que comme les policiers ont pris l'habitude, sous la direction du syndicat Alliance et pas de leur ministre, de faire ce qu'ils veulent, de faire des manifs tous les soirs de factieux dans les rues, alors maintenant, pour rattraper ça, vous avez votre nouveau Premier ministre qui court d'un commissariat à l'autre parce qu'il est devenu, je ne sais pas quoi au juste, mais il ne fait que ça, aller dans les commissariats. Je voudrais vous poser une dernière question. Oui. Vous avez parlé des grands principes de la justice, vous y êtes attaché comme nous. Un des grands principes, c'est la présomption d'innocence. Est-ce que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui fait l'objet d'une enquête judiciaire pour une affaire de viol présumé, est-ce que vous dites ça pose un problème ou est-ce que vous dites non,
présomption d'innocence, il est à sa place. Dire que ça pose pas de problème, ça allait contre l'évidence, ça en pose un. Alors, le gouvernement et les gouvernants payent l'addition de leurs propres pratiques. Jeter en pâture les autres avec des accusations absolument incroyables faites par les parquets. Moi, je suis accusé d'abus de confiance et de recel. Alors, vous avez mis ça sur votre antenne, vous avez fait comme tout le monde. Et de quoi s'agissait-il? Du fait que le mouvement avait payé les indemnités et les frais d'avocat. Ce que tous les syndicats et tous les partis font. C'est des accusations comme ça. Et bien maintenant, voilà le résultat d'avoir pris l'habitude de jeter en pâture aux gens. Et puis je vais vous dire... Vous me répondez présomption d'innocence ou pas? Je vais sur le fond. Non, attendez, écoutez-moi bien. Parce que la logique formelle, vous savez, ça ne nous mène nulle part. Hein. Vous connaissez l'absurdité. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Donc voilà, avec ce genre de raisonnement, on démontre n'importe quoi. Oui, il y a un problème. L'art de gouverner, Monsieur Neumann, est fait de rites, de symboles, de compréhension des états d'esprit. Gouverner, ça n'est pas ordonner, appuyer sur des boutons. Si vous avez pris l'habitude de jeter en pâture aux gens des accusés, eh bien après, il ne faut pas vous étonner que ça vous revienne dans la figure. Et oui, il y a un problème. Dans notre pays, à juste titre, il y a une indignation contre l'impunité des gens qui se livrent à des agressions. Juste pour finir, voilà. Donc comprenez-le. Jean-Luc Mélenchon, je ne vous résiste pas au plaisir de vous montrer à l'antenne en train d'utiliser un nouveau réseau social dont on ignorait tout avec Neumann. Ça s'appelle TikTok, bien évidemment. Mais parce que forcément, vous êtes complètement dépassé, mes pauvres. T'appelles pour ton bac. Toi, tu parles à Macron, et moi, je m'appelle Mélenchon. Tu es hors de ma vue. Va voir ton parcours dessus. Bon, nous, on doit être ringards avec Éric parce qu'on n'a pas compris. Hein. Qu'est-ce qui vous a pris? Je me suis fait engueuler par tous les parents, à commencer par ceux de ma propre famille qui ont des jeunes à la maison. Ils m'ont dit, mais alors si même toi, tu te dis que TikTok, on doit le regarder, c'est la fin des haricots. Ouais. Bon, c'est un réseau de très jeunes gens. Ouais. Le président de la République... Ma fille de 13 ans a entendu parler de vous pour la première fois, il y a 2 jours, avec ce TikTok. Et ben alors, ma petite fille qui a 12 ans, elle me connaissait depuis 12 ans, mais elle aussi a été voir sa mère pour dire est-ce que je peux regarder mon grand-père sur TikTok. Bon, ben voilà. Alors, que se passe-t-il? Le président de la République, qui manque pas de souffle, s'en va sur TikTok juste parce qu'il est jaloux, parce qu'il m'avait vu sur Twitch et qu'il est arrivé à rien. Il va là-bas et il leur dit bravo, vous avez eu le bac. Ça veut dire qu'il connaît pas la moyenne d'âge des usagers de TikTok. Attendez, laissez-moi finir. Et deuxièmement, il leur dit bravo, vous avez réussi le bac. Le gars qui a inventé Parcoursup, qui leur pourrit la vie et qui les empêche d'arriver dans l'enseignement supérieur, vient leur faire des félicitations. Donc je viens. Je me renseigne un peu avant et je découvre l'existence de Weshden. Ça m'a absolument enchanté. Hein. Bon, alors c'est vraiment une très jeune fille, elle a 14 ans, hein, et alors elle chante une improbable chanson, mais elle le fait avec qui s'appelle Anissa, et dedans il y a une phrase où elle a fait exprès de dire tu es hors de ma vue. Bon, normalement c'est va hors de ma vue ou parle. Et j'adore qu'on joue avec les mots. Voilà, j'ai trouvé que c'était follement poétique. Il fallait juste Jean-Luc Mélenchon mettre les sous-titres. Merci d'être venu. Voilà, merci d'être venu dans Brunet Neumann. Vous me retrouverez sur Twitch la semaine prochaine, le 15. Je vais faire on répondra à mes questions. Vous pouvez venir, Monsieur Brunet, si vous voulez. Monsieur Neumann, vous venez? Je viendrai. Le rendez-vous est pris. Vous restez avec nous dans un instant. C'est les matchs de la semaine dans Brunet Neumann. À tout de suite.